Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle balade mathématique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'espaces vectoriels réels et d'espaces vectoriels complexes. Alors vous allez probablement me dire que des exercices sur les espaces vectoriels complexes, vous en avez vu beaucoup, et probablement encore plus des exercices sur les espaces vectoriels réels. J'en suis sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le rapport qu'il y a entre ces deux notions. Quel rapport y a-t-il entre les espaces vectoriels réels d'un côté et les espaces vectoriels complexes de l'autre? C'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais vous allez voir qu'on peut dire beaucoup de choses. Bien, juste une petite remarque avant de commencer. Quand je parlerai d'espace vectoriel réel, souvent j'abrégerai en REV, comme ceci. Et lorsque je parlerai d'espace vectoriel complexe, j'abrégerai en CEV, comme ceci. Voilà, alors, avant d'aborder le vif du sujet, je vais vous poser une question volontairement provocatrice. Je considère C. Le voilà. Et je vous pose la question, quelle est sa dimension? Il y a 4 réponses possibles. Petit a, la dimension de C est 1. Petit b, la dimension de C est 2. Petit c, la dimension de C est infinie. Et enfin, quatrième réponse, petit d, la question que j'ai posée n'a aucun sens. Alors, réfléchissez un petit peu, quelle est la bonne réponse? Je vous laisse 5 secondes. Alors, la bonne réponse est la D. La question que j'ai posée n'a aucun sens. Pourquoi? Eh bien, c'est que lorsque l'on parle de la dimension d'un espace vectoriel, ça se réfère toujours à un corps de base. Lorsqu'on a un espace vectoriel sur K, ce que j'abrégerai en KEV, comme ceci, on doit écrire sa dimension dim de E sur K, avec le K un indice comme ceci. Alors, si dans un problème, il n'y a aucune ambiguïté ou dans un contexte donné, c'est toujours sur le même corps, on peut se laisser aller à la notation incorrecte dim de E, bien entendu. Mais dès qu'il y a plusieurs corps en présence, il y a risque d'erreur. Voilà, alors, une chose que je voudrais dire, c'est que pour un espace vectoriel, pour un corps quelconque, la dimension du corps sur lui-même est égale à 1. Et donc, la réponse A est correcte si je considère C comme espace vectoriel sur lui-même. Si je considère C comme espace vectoriel sur lui-même, il est de dimension 1. Et comme un espace vectoriel de dimension 1, ça s'appelle une droite, on parle à ce moment-là de la droite complexe, et ça veut dire C considéré comme espace vectoriel sur lui-même. Mais la réponse 2 est également correcte si maintenant je considère C comme espace vectoriel sur R. Pourquoi? Parce que visiblement 1 et I forment une base de C comme espace vectoriel sur R. En effet, vous pouvez toujours écrire un complexe Z égale A fois 1 plus B fois I, comme ceci, où A et B sont réels. Et donc, un I forme une base de C comme espace vectoriel réel, il est de dimension 2, et un espace vectoriel de dimension 2, ça s'appelle un plan. Et donc, à ce moment-là, on parle du plan complexe. Donc, voyez bien la différence entre la droite complexe et l'espace vectoriel C sur lui-même. Le plan complexe, c'est l'espace vectoriel C sur R. Mais la troisième réponse est également valable si maintenant je considère C comme espace vectoriel sur Q, le corps des rationnels. Pourquoi? Eh bien, c'est que parce que vous aurez beau prendre un ensemble fini de complexes, si vous vous contentez
de ne prendre que des combinaisons linéaires à coefficients rationnels, vous n'obtiendrez jamais tous les autres complexes. Autrement dit, vous n'aurez jamais de partie génératrice finie de C en ne considérant que des coefficients rationnels, et donc l'espace est de dimension infinie. Donc vous voyez qu'il y a plein d'ambiguïtés derrière tout ça et qu'il faut être extrêmement prudent. Voilà, c'est un peu le sujet que nous allons développer. Alors, on va oublier le corps des rationnels, et dans la suite, on ne parlera que du corps des réels et du corps des complexes. Alors, dans une première partie, nous allons parler d'espace vectoriel réel sous-jacent à un espace vectoriel complexe. Juste une petite remarque avant de démarrer. Je vous signale une erreur assez fréquente que j'ai rencontrée souvent dans des copies. Beaucoup de gens croient qu'un espace vectoriel réel, c'est quand les vecteurs sont réels. Un espace vectoriel complexe, ça serait quand les vecteurs sont complexes. Or, cette phrase n'a aucun sens, sauf quelques rares cas particuliers. Lorsqu'on parle d'un espace vectoriel réel, ça veut dire que les scalaires, c'est-à-dire les nombres de la loi externe par lesquels on multiplie les vecteurs, sont réels. Et un espace vectoriel complexe, c'est que les scalaires, encore une fois, les nombres par lesquels on multiplie les vecteurs, sont complexes. Alors, partons d'un espace vectoriel E, espace vectoriel sur C. Qu'est-ce que c'est qu'on va appeler l'espace vectoriel réel sous-jacent? Eh bien, c'est la chose suivante. Normalement, cet espace vectoriel, il arrive avec sa loi externe. C, croix E dans E, qui a Z, V, associe ZV, comme ceci. Ça, c'est la loi externe. Eh bien, maintenant, tout d'un coup, on décide qu'on ne va plus utiliser cette loi externe. On va garder le même ensemble, la même loi d'addition, la même loi interne, mais on va changer la loi externe. C'est-à-dire que cette loi externe, on va la restreindre à R, croix E, dans E, qui a alpha, un réel et un vecteur V, associe alpha V. Ce qui veut dire que, dorénavant, on ne s'autorisera plus à multiplier les vecteurs que par des réels. Si vous voulez, c'est ça qu'on va appeler l'espace vectoriel sous-jacent, et on va le noter E indice R. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le note E indice R? Puisque c'est le même ensemble E, c'est la même loi interne. Mais il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? C'est un triplet, formé d'un ensemble, d'une loi interne et d'une loi externe de multiplication. Si vous gardez les deux premiers et que vous changez la troisième, vous avez changé l'espace vectoriel. Et pourtant, c'est le même ensemble, c'est la même loi interne, c'est la même façon d'additionner les vecteurs, c'est simplement la loi externe qui a changé. Donc, du coup, on est obligé de changer la notation. Et donc, cet espace vectoriel réel sous-jacent à l'espace vectoriel complexe E, on le notera E indice R. Si vous voulez, pour vous donner une idée un petit peu farfelue, c'est un peu comme si j'avais une photo en couleur, et puis tout d'un coup, je la passe en noir et blanc. C'est le même paysage que j'ai sur la photo, mais il y a quelque chose qui a été oublié. C'est vraiment le mot, oublié. On a oublié la possibilité de multiplier par des complexes, on ne garde que la possibilité de multiplier par des réels. Ou encore, si vous voulez, encore plus farfelu, c'est comme si je disais, bon, dans un espace vectoriel complexe, avec ma main droite, je peux multiplier par des réels, avec ma main gauche, je peux multiplier par des imaginaires purs, et en mélangeant les deux, je peux multiplier par n'importe quel complexe. Et là, tout d'un coup, je me donne un handicap. Je me dis, voilà, je plante ma main gauche derrière mon dos, je ne peux utiliser plus que ma main droite. Voilà. C'est une espèce de handicap qu'on se donne sur l'espace vectoriel complexe pour en faire un espace vectoriel réel. C'est ça qu'on appelle l'espace vectoriel réel sous-jacent à l'espace vectoriel complexe. Alors, on va voir tout de suite une proposition qui est la suivante. Proposition. Soit E1, C, espace vectoriel de dimension n, de dimension finie, disons. Voilà, on se donne un espace vectoriel comme ça sur C de dimension finie. Alors,
la dimension sur R de son espace vectoriel sous-jacent est le double de la dimension sur C de l'espace vectoriel de départ, comme ceci. On a déjà vu un exemple tout à l'heure, si vous voulez, avec C qui était considéré en tant qu'espace vectoriel sur lui-même de dimension 1, mais en tant qu'espace vectoriel réel, il était de dimension 2. Donc on a cette propriété extrêmement importante qui est ici. Voilà, alors je vais vous le démontrer, ce n'est pas difficile du tout. Voyons la démonstration. Alors, je pars d'une base V1, Vn de E, une base de cet espace vectoriel complexe. Eh bien, il s'agit de trouver une base de l'espace vectoriel sous-jacent, ER. Eh bien, un procédé pour cela est le suivant. Une base de E indice R, l'espace vectoriel sous-jacent, voilà le procédé que je vous donne, c'est le V1, Vn, IV1, etc., jusqu'à IVN. Donc vous voyez bien que le nombre d'éléments dans la base a doublé. Alors, la démonstration est très simple. En effet, si X est un vecteur de E, vu que c'est une base, je peux l'écrire X égale sigma de K égale 1 à N de ZK VK. Mais chaque ZK s'écrit en prenant sa partie réelle et sa partie imaginaire AK plus IBK, où bien entendu AK et BK sont des réels. Et donc, je peux réécrire mon vecteur X sous la forme suivante. X égale sigma de K égale 1 à N de AK plus IBK VK, que je réécris en sigma de K égale 1 à N de AK VK plus sigma de K égale 1 à N de BK fois IVK. Voilà, comme ceci. Donc, ça veut dire que mon vecteur X, je peux l'écrire comme combinaison linéaire à coefficients réels, hein, AK et BK sont des réels, de ces deux n vecteurs que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, ça me prouve que ceci, qui est ici, est une partie génératrice de ER. Ça ne prouve pas qu'elle est libre. Bon, ben ça, c'est pas difficile. On remonte les calculs, comme on dit. Hein. Inversement, montrons la liberté si sigma de alpha k VK, je ne mets plus le K égale 1 à N, hein, plus sigma de bêta K IVK égale 0, où alpha K et bêta K sont des réels, je réécris ça immédiatement, sigma de ZK VK, où j'ai posé, égale 0, où j'ai posé ZK égale alpha K plus I bêta K. Bon, à ce moment-là, puisque V1Vn est une base de E, les ZK sont tous nuls, et donc leur partie réelle et leur partie imaginaire sont nulles, et donc on a bien alpha K et bêta K nuls. Voilà. Donc, la proposition est démontrée. Alors, bien entendu, ça c'est un procédé pour trouver une base de ER, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Remarque, pour alléger la notation, on parlera aussi de C base de E ou de R base de E. Alors ça, c'est pour éviter la notation un petit peu lourde. Le E indice R, bon, qui est correct, elle est souvent un peu lourde, donc pour éviter ça, on parlera souvent de C base de E à n éléments et de R base de E à 2n éléments. Alors, je vous ai dit, je vous ai donné un procédé, ça consiste à prendre une base de E et tout multiplier par I, mais c'est pas forcément obligé de faire comme ça. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie, nous parlons de sous-R espace vectoriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un espace vectoriel complexe E
peut avoir des sous-espaces vectoriels réels. Alors attention, normalement je devrais dire ER. Je vous ai dit que cette notation étant un petit peu lourde, je vais essayer de l'éviter par la suite. Donc, qu'est-ce que l'on va appeler F dans E, un sous-R espace vectoriel, que je vais écrire comme ceci, un sous-R espace vectoriel? Eh bien, ça voudra dire que, évidemment, F doit être stable par addition, et on veut que AV appartienne à F pour V appartient à F et A réel, c'est-à-dire la définition habituelle de sous-espace vectoriel, non vide, bien entendu. Bon, eh bien, on va commencer par cet exemple. Je vais vous donner deux exemples. Exemple 1. Je prends toujours E égale C2, et je considère F dans E former des couples suivants, des ZZ' tels que, qu'est-ce que j'ai pris? Partie réelle de Z égale partie imaginaire de Z'. Voilà, je considère dans ces deux cet ensemble, ce sous-ensemble F, et je vais vous montrer que c'est un sous-R espace vectoriel. Alors, bon, il est clair qu'il est stable par addition, puisque la partie réelle de la somme, c'est la somme des parties réelles, et de même pour la partie imaginaire. Mais ce que j'utilise, on utilise que pour K appartenant à R, on a partie réelle de KZ égale K partie réelle de Z, et imaginaire de KZ égale K fois partie imaginaire de Z. J'utilise ça et automatiquement je montre que F est un sous-R espace vectoriel. Alors, on va essayer d'en trouver une base. Vous remarquez que la condition que j'ai donnée donne que les éléments de F formés des ZZ' tels que partie réelle de Z égale imaginaire de Z', ça va me donner des A plus IB avec A et B réels, et puis A' plus IA, puisqu'il faut que la partie imaginaire ici de Z' soit égale à la partie réelle ici. Bon, alors, ce ZZ', comment on va l'écrire? Eh bien, on l'écrit immédiatement sous la forme suivante, A fois 1I plus B fois I 0 plus A' fois 0,1. Et donc, ces trois vecteurs engendrent C2 indicaire, enfin, pas C2 indicaire, excusez-moi, ils engendrent F. Donc, ces trois vecteurs engendrent F comme espace vectoriel sur R, bien entendu. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tout couple ZZ' de F s'écrivait sous cette forme-là. Bon, en plus, ils sont indépendants. Il est très facile de voir, je vous le laisse en exercice, que si alpha 1i plus bêta i0 plus gamma 0,1 égale 0, avec bien entendu alpha, bêta, gamma réel, on va obtenir alpha, bêta, gamma égale 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la dimension de ce sous-espace F est égale à 3. Donc, voilà ce qu'on a montré. Dim de F sur R égale 3. Alors, étant donné que ce F, ce sous-espace, est de dimension impaire, d'après la proposition précédente, il ne risque pas d'être l'espace vectoriel sous-jacent à un sous-espace vectoriel complexe. Parce que si on avait un espace vectoriel complexe dont il serait l'espace sous-jacent, il serait de dimension double. Bon, ce n'est pas possible avec 3.
Voilà. Alors, je vais vous donner un critère, soit E, un C espace vectoriel, un espace vectoriel complexe. Un sous R espace vectoriel F de E est un sous C espace vectoriel de E, si et seulement si V appartient à F, entraîne IV appartient à F. Alors, c'est évidemment une condition nécessaire. Si on veut que ça soit un sous-espace vectoriel complexe, il faut bien qu'en le multipliant par I, il soit dans F. Mais la réciproque est vraie, et ça je vais vous le montrer, c'est très facile à montrer. Soit réciproque, hein, en effet, je vous le démontre ici, entre parenthèses, si je prends ZV, où V est dans F et Z un complexe, je l'écris A plus IBV, où bien entendu A et B sont les parties réelles et parties imaginaires, et donc ça s'écrit AV plus BIV. Or, mon hypothèse c'était que IV est dans F, V est dans F, et donc ceci appartient à F. Voilà. Donc ce critère est extrêmement important. Voilà. Alors, je vais maintenant vous donner un deuxième exemple. Exemple 2. Je prends toujours comme espace vectoriel complexe E égale C2 et je considère dans E le sous-ensemble F formé des couples ZZ' tels que Z' égale Z bar, le conjugué. Alors, pour la même raison que précédemment, F est un sous R espace vectoriel de E, pour la bonne raison qu'il est stable par addition, ça c'est évident, et encore une fois que la partie réelle de KZ, c'est K partie réelle de Z, si... enfin non, c'est pas ça la raison. La raison c'est, excusez-moi, la raison c'est que KZ, le tout bar, c'est K fois Z bar pour K appartenant à R. C'est ça la vraie raison. Voilà. Bon, eh bien, on va chercher sa dimension. On va chercher sa dimension, et donc, les éléments de F s'écrivent A plus IB, avec A et B réel, et puis le conjugué, c'est-à-dire A moins IB. Et donc, ça, je peux l'écrire A fois 1 plus B fois I moins I. Ok, et donc ça prouve quoi? Ça prouve que les deux vecteurs 1 et I moins I engendrent F comme sous-espace vectoriel de E, sous-espace vectoriel réel, bien entendu. Il reste à montrer qu'ils sont indépendants, mais ça crève les yeux, parce que si vous multipliez 1 par alpha, où alpha est un réel, vous n'obtiendrez jamais I moins I. Donc, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que dim sur R de F est égal à 2. Mais, cette fois, étant de dimension paire, au vu de la proposition précédente, on peut se poser la question, est-ce que F ne serait pas, par hasard, le sous-espace vectoriel sous-jacent à un espace vectoriel complexe de dimension 1? Tout à l'heure, c'était impossible, puisque le sous-espace était de dimension impaire, mais celui-ci est de dimension paire. Donc c'est une question tout à fait légitime. Est-ce que F proviendrait d'un espace vectoriel complexe? Eh bien non. Non, c'est faux. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez que, d'après le critère 1 précédent, on a I qui est égal à I fois 1. Or, 1 appartient à F. 1, c'est bien le conjugué. Mais I n'est pas le conjugué de I. I, comme ceci, n'appartient pas à F.
Donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel complexe. Et on peut montrer que dans ces deux, il y a beaucoup plus, en un certain sens, de plans réels, comme les F, puisqu'il est de dimension 2, que de droites complexes. Voilà. Bien, je vais vous proposer un petit exercice et on va le résoudre ensemble si vous voulez bien. Donc voici l'exercice. Exercice. Soit E un espace vectoriel complexe et H dans E un hyperplan réel, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de ER de codimension 1. Voilà. Et l'exercice consiste à montrer H inter IH est un hyperplan complexe. Voilà. On part d'un hyperplan réel et on arrive à H inter IH qui est un hyperplan complexe. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que H inter IH est un sous-espace vectoriel complexe? C'est à cause du critère 1 de tout à l'heure. Hein. Si vous multipliez un élément qui est à la fois dans H et dans IH par I, il sera encore dans H inter IH. Donc c'est clairement un sous-espace vectoriel complexe. Alors, pour faire l'exercice, je vais le faire uniquement, pour commencer, dans le cas de la dimension finie. Et tout à l'heure, on reprendra l'exercice, mais cette fois dans le cas de la dimension quelconque. Donc, ça, c'est ma première question, montrer petit a que H inter IH est un hyperplan complexe. Et deuxième question, si je considère F inter IF, où F est l'hyperplan de l'exemple 1, qu'est-ce que F inter IF? Qu'est-ce que F inter IF, ou F de l'exemple 1? Montrons petit a. Alors, comme je l'ai dit, on suppose que E est de dimension finie. Donc, je vais poser dim de E sur C égale N. Voilà. Et comme j'ai dit H est un hyperplan réel, d'où dim sur R de H égale 2n moins 1, puisque l'espace vectoriel sous-jacent à E est de dimension 2n, donc si c'est un hyperplan de codimension 1, il est de dimension 2n moins 1. Alors, on va utiliser la relation de Grassmann. Donc, je vais utiliser cette relation dim de H plus IH plus dim de H inter IH égale dim, bon, alors évidemment c'est la dimension sur R, hein. Dimension sur R de H plus dimension sur R de IH. Voilà ce que me dit la relation de Grassmann. Bon, alors, nous ce qu'on cherche, c'est H inter IH. Mais que peut-on dire de H plus IH? Eh bien, la seule chose qu'on peut dire, c'est que H est contenu strictement dans H plus IH. Pourquoi? Parce que H n'étant pas un sous-espace vectoriel complexe, il est de dimension impaire. D'après le critère 1, on ne peut pas avoir H égale IH. Donc, H plus IH contient strictement H. Mais H est un hyperplan. Donc, s'il y a un sous-espace vectoriel qui le contient strictement, ce sous-espace vectoriel est forcément E lui-même. Autrement dit, ici, cette dimension ici de H plus IH est égale à 2n, puisque je regarde la dimension sur R. Mais la dimension de H, on a dit c'est 2n moins 1,
Et de la même façon, la dimension de IH est aussi de z-1 parce que la multiplication par I est un isomorphisme. Et donc ça va conserver la dimension, ça me donne 2n-1. Conclusion de tout ça, si vous regardez bien, ça donne dim de H inter IH égale dim sur R de H inter IH égale 2n-2. Mais s'il est de dimension 2n-2 sur R, d'après la proposition, ça veut dire que dimension sur C de H inter IH égale n-1. Autrement dit, j'ai montré que H inter IH est un hyperplan complexe de E. Voilà. Alors, dans la deuxième partie, on demande, dans la question petit b, qu'est-ce que c'est que f inter IF en reprenant l'exercice 1. Alors, reprenons l'exercice 1, l'exemple 1 plus exactement. On avait f contenu dans C2 formé des ZZ' avec partie réelle de Z égale partie imaginaire de Z'. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que F inter IF? Or, les couples ZZ', on l'a vu tout à l'heure, ils étaient de la forme A plus IB, A' plus IA, avec bien entendu A, B, A' réel, puisque je demande que la partie réelle soit égale à la partie imaginaire. Bon, mais dire que ZZ' appartient à IF équivaut à I fois ZZ' appartient à F, puisqu'on est au signe près. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que IZZ' soit moins B plus IA, virgule, moins A plus IA', doit appartenir à F. Et donc, ça veut dire, encore une fois, sa partie réelle, ici, à gauche, doit être égale à la partie imaginaire, à droite, soit moins B égale A'. Et donc, on voit que les éléments de F inter IF, dans cet exemple, sont tous de la forme, les éléments de F inter IF sont tous de la forme A plus IB, virgule, moins B plus IA. Hein, puisque je viens de montrer que A' égale moins B, et l'autre, je ne sais plus d'où il venait, ça venait du ZZ' ici. Voilà. Bon, et donc ça, c'est l'ensemble des Z, IZ. Si vous regardez bien, hein, ce complexe-là, c'est I fois celui-là. Donc, ça, c'est l'ensemble des Z, IZ, c'est F inter IF. Autrement dit, c'est la droite complexe engendrée, donc F inter IF, et la droite complexe engendrée par un I. Voilà, puisque ça s'écrit Z fois un I, c'est-à-dire les multiples de ce couple-là. Voilà. Bien. Alors, maintenant, dans une troisième partie, je vais vous parler d'applications R linéaires. Alors, on parle d'applications R linéaires, mais pour ça, je vous rappelle la chose suivante. Si vous avez deux espaces vectoriels, disons F et F' sur un corps K,
eh bien, vous avez aussi l'espace vectoriel des applications K-linéaires de f dans f', que je note comme ceci, L indice K de f dans f'. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des f, comme vous le savez bien, de grand F dans f', tels que f de x plus lambda y égale f de x plus lambda f de y, où x, y sont dans f et lambda est dans k. Voilà. Alors, cet espace vectoriel, il a la propriété suivante, c'est que dim sur k de L indice k de f, f' égale nn', où je pose n égale la dimension de f sur k et n' la dimension de f' sur k. Voilà. Alors, en particulier, qu'est-ce qui va se passer si on considère un R espace vectoriel, soit F, un R espace vectoriel, et E, un C espace vectoriel? Eh bien, E étant en particulier un R espace vectoriel, donc logiquement je devrais le dire E indice R est un R espace vectoriel, je peux considérer l'ensemble des applications R linéaires de F dans E. Si j'étais correct, je mettrais un R en indice ici, puisque c'est E considéré comme espace vectoriel sur R. Je peux considérer cet espace vectoriel R, les applications linéaires de F dans E, et donc c'est un R espace vectoriel. Mais on a mieux. On a mieux que ça. C'est en fait, bizarrement, un C espace vectoriel. Mais mieux, LR de F dans E est un C espace vectoriel pour la loi externe suivante que je vais définir tout de suite. De C croix LR de F dans E dans LR de F dans E, qui a un complexe Z et une application linéaire comme ceci, associe ZF, où ZF est défini de la manière suivante, où ZF, en tant qu'application R linéaire de F dans E, elle est définie où ZF de V, par définition, c'est Z fois F de V. Et ça, c'est une définition. C'est ainsi que je définis la multiplication par un complexe d'une telle application R linéaire. Et donc, on vérifie facilement que ça fait de LR de FE un espace vectoriel complexe. Et alors, je vous laisse un exercice, je ne vais pas le faire. Exercice. Si dim sur R de F égale N et dim C sur E égale M, qu'est-ce que la dimension de cet espace vectoriel? Qu'est-ce que dim sur C, puisque c'est un espace vectoriel sur C, des applications linéaires de F dans E? Voilà, je vous laisse en exercice. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que jusqu'à présent, j'ai pris E un espace vectoriel complexe et F un espace vectoriel réel. Mais si en plus F est lui aussi un espace vectoriel complexe, si F et E sont tous deux
des C espaces vectoriels complexes, L indice R de F dans E, c'est-à-dire les applications R linéaires de F dans E. Hein. Encore une fois, si j'étais correct, je mettrais un petit R ici en indice et un petit R ici en indice. Bon, on se comprend. Les applications R linéaires de F dans E hein, est un C espace vectoriel complexe. OK. Alors, exemple typique, l'exemple auquel tout le monde pense, si vous prenez l'application de C dans C, qui est la conjugaison, c'est l'exemple le plus simple. Hein. Ceci est une application R linéaire, mais évidemment, elle n'est pas C linéaire. Hein. Et ben, vous pouvez très bien considérer les applications R linéaires de C dans C. Bon, alors, on a de même que le critère 1 qu'on a vu tout à l'heure, le critère 2 que je vais énoncer maintenant. Donc, critère 2, soit F et E des C espaces vectoriels et F de F dans E une application R linéaire. Par exemple typique, application R linéaire d'un espace vectoriel complexe dans un espace vectoriel complexe, la conjugaison. Donc, je considère une application R linéaire comme ceci. Eh bien, alors, F est C linéaire, c'est-à-dire que c'est une application linéaire de l'espace vectoriel E, de l'espace vectoriel F, pardon, dans l'espace vectoriel E, si et seulement si, eh bien, F de I fois V égale I fois F de V, sous-entendu pour tout vecteur V de F, bien entendu. Hein. Alors, c'est évidemment une condition nécessaire, puisqu'on veut qu'elle soit C linéaire, et en effet, elle est suffisante. Bon, ça, c'est pas difficile à montrer. Je vais supposer cette hypothèse vraie, hein, f de IV égale IF de V, et je vous montre que f est C linéaire. Alors, j'écris f de ZV, Z étant un complexe. Comme tout complexe, je le décompose en sa partie réelle et sa partie imaginaire, donc A plus IB V, ce qui me donne f de AV plus B fois IV, mais f étant R linéaire, ça me donne A f de V plus B f de IV. Et c'est là que je fais intervenir mon hypothèse, c'est là que je fais intervenir l'hypothèse qui est ici, f de IV, je le réécris, IF de V. Donc ça me donne A f de V plus IB f de V. Autrement dit, c'est Z fois f de V. Et voilà, l'application est R linéaire. C linéaire, pardon. Hein, l'application est C linéaire puisque j'ai montré f de ZV égale ZF de V. Alors, je vous propose de reprendre l'exercice qu'on a vu tout à l'heure avec l'hyperplan H et H inter IH. Mais cette fois, on va le faire dans un cadre plus général. On ne va pas supposer qu'on est en dimension finie, on va le faire en toute généralité. Donc, soit H dans E, un hyperplan réel. Je n'ai aucune hypothèse de finitude. Or, vous savez qu'un hyperplan réel, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc, il existe f de E dans R, forme linéaire, non nulle, non nulle, donc il existe V0 avec f de V0 différente 0, et H égale KRF, le noyau de F. Bien.
Alors, on va considérer la forme linéaire suivante, soit phi de E dans C, qui a V associe f de V moins IF de IV. Remarquez bien que f de IV, c'est un réel, puisque f est à valeur réelle. Bon, eh bien ceci, c'est une forme R linéaire, de toute évidence, puisque f était une forme R linéaire, mais je dis mieux, je prétends que on a non seulement phi R linéaire, mais mieux C linéaire. Je prétends qu'elle est C linéaire, cette application. Pourquoi? Eh bien, on va utiliser le critère 2 précédent. Hein. On va utiliser le critère 2 par le critère 2, par le critère 2. Faisons le calcul, faites-le avec moi. Donc, je calcule phi de IV. Phi de IV, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner f de IV moins I f de I au carré V. Mais I au carré, c'est moins 1, donc ça me donne f de IV plus I f de V. Puisqu'il y a le moins qui est là et le moins qui est là. Et ça, vous constatez tout de suite que c'est égal à I phi de V. Regardez, I phi de V, c'est I f de V, il est là-bas, hein, moins I f de IV, je multiplie par I, et moins I2, ça me fait 1. Voilà. Hein. Donc, phi est une forme C linéaire, et je dis, alors, H inter IH, c'est le noyau de cette forme linéaire complexe. Pourquoi? Bien parce que si ceci est nul, sachant que ça c'est un réel et ça c'est un réel, un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est nulle, donc f de v égale 0, et sa partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire f de iv égale 0. Donc v, au signe près, appartient à h et à ih. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve que h inter ih est le noyau d'une forme C linéaire non nulle. Pourquoi non nulle? Tout bêtement parce qu'on avait f de v0 différente 0, donc phi de v0 différente 0. Et donc, étant le noyau d'une forme C linéaire non nulle, h inter ih est un hyperplan complexe. Voilà. Alors, dans cette quatrième partie, je vais vous parler d'applications antilinéaires. Donc, dans ce paragraphe, F et E sont tous les deux des espaces vectoriels complexes. Et je vais considérer les applications R linéaires de F dans E qui, comme on l'a vu tout à l'heure, forment un espace vectoriel complexe. Bon, et dans cet espace vectoriel complexe, je considère ce qu'on va appeler les applications antilinéaires. Je vais le noter AL de F dans E, former des applications qui sont antilinéaires, c'est-à-dire telles que, évidemment, comme d'habitude, f de v plus v' égale f de v plus f de v'. Et la deuxième condition, ça va être que f de zv, où z est un complexe, contrairement à ce qu'on attend, ça sera z bar f de v. Voilà. Eh bien, il est facile de voir que AL de FE fait encore un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de LR de FE, et c'est même un sous-espace vectoriel complexe. AL de FE est un sous-C espace vectoriel de LR de FE.
Bah, c'est tout bête, hein. Il s'agit de montrer que si f est antilinéaire, si f antilinéaire, il s'agit de voir que alpha f l'est aussi. Bah, c'est pas difficile, vous dites alpha f de zv. Qu'est-ce que c'est par définition alpha f de zv? Par définition, c'est alpha de f de zv. F de zv, puisque f est antilinéaire, c'est z bar f de v. Et donc, c'est z bar fois alpha f de v. Voilà, c'est tout bête. Donc, les applications antilinéaires forment également un sous-espace vectoriel complexe. Et je vais vous donner le critère 3 pour qu'une application soit antilinéaire. Et ça, je vous le laisse en exercice. Critère 3, f de f dans E, R linéaire, est antilinéaire si et seulement si f de IV égale moins I de FV. C'est évidemment nécessaire puisqu'on veut l'antilinéarité, et c'est très facile, un petit peu comme je l'ai fait dans les paragraphes précédents, de montrer que c'est suffisant. Voilà, je vous le laisse en exercice. Et autre exercice que je vous laisse, la proposition suivante. Donc, proposition, encore une fois laissée en exercice. Proposition. On a une somme directe. Proposition. Les applications R linéaire de f dans E, c'est somme directe des applications C linéaire de f dans E et des applications antilinéaires de f dans E. Je vous laisse ça en exercice. Je vous donne juste une indication pour faire la démonstration. Vous devriez y arriver tout seul. Vous écrivez f de v égale 1 demi de f de v moins i f de iv plus 1 demi de f de v plus i f de iv. Et avec les critères qu'on a déjà vus, vous montrerez facilement que cette application, appelons-la G, disons qui a V associe ça, appelons H celle-là, celle-ci est linéaire et celle-ci est antilinéaire. Voilà. Je vous laisse ça en exercice. Alors, dans une cinquième et dernière partie, on va parler du complexifié d'un espace vectoriel réel. Alors, je vais vous rappeler, il y a plusieurs manières d'introduire les nombres complexes en terminale. Quand vous étiez en terminale, ça dépend du prof, mais une façon qui est souvent enseignée est la suivante. On regarde dans R croix R la loi d'addition habituelle, coordonnée par coordonnée, mais on met une loi de multiplication différente. Au lieu de multiplier bêtement coordonnée par coordonnée, on y met la loi interne suivante. On y met la loi suivante. Donc, je prends un couple AB, un couple XY, et je définis la multiplication de ces deux couples, le couple AB et le couple XY, comme étant AX moins BY, comme ceci, et AY plus BX. Et je prends ça comme définition. Alors, si votre prof en terminale a utilisé cette construction, il a montré que cette loi interne est associative, commutative, distributive par rapport à l'addition. Elle a un élément neutre qui est le couple 1,0.
et on obtient ainsi un corps que l'on note C, le corps des complexes. Bon, très bien. De plus, on identifie X appartenant à R à X0, comme ceci. Et donc, en posant I égale 0,1, tout complexe s'écrit A plus IB. Je ne mets pas le 1, puisque le 1, sous-entendu, c'est 1, 0. Voilà, alors donc c'est probablement cette façon que vous avez eue en terminale d'introduire les nombres complexes. Bon, ben on va reprendre exactement la même construction, mais cette fois avec un espace vectoriel réel. On va reprendre exactement la même chose. Donc, je me donne un espace vectoriel réel. Donc, soit F, un espace vectoriel réel, et on va mettre sur F croix F une structure d'espace vectoriel complexe. On va faire de F croix F un espace vectoriel complexe. Bon, c'est évidemment déjà un espace vectoriel réel, puisque F est déjà un espace vectoriel réel. Mais on va en faire un espace vectoriel complexe en mimant la construction qui a déjà été faite. Et donc, pour cela, on va poser la loi externe C croix F dans F croix F va être définie de la façon suivante. Définie ainsi. Pour Z égale A plus IB, où A et B sont des réels, évidemment, je pose A la partie réelle et B la partie imaginaire, et V, W appartenant à F croix F, on pose exactement comme on l'a fait tout à l'heure, que Z VW, c'est-à-dire A, B fois VW, si vous voulez, ça sera par définition AV moins BW, AW plus BV. Ça sera par définition exactement comme on l'avait fait. Tout à l'heure, on l'avait fait avec V et W qui s'appelaient X et Y, c'était des réels, mais là, cette fois, ce sont des vecteurs. Eh bien, on ne va pas le faire, mais on vérifie que cette loi externe fait de F croix F un espace vectoriel complexe. C'est exactement la même démonstration qu'en terminale. On vérifie, on ne va pas le faire, on vérifie que cette loi externe fait de F croix F un espace vectoriel complexe, un C espace vectoriel. Comme ceci. On le note FC comme ceci. On le note FC en exposant cette fois. On le note FC, appelé le complexifié de F. On appelle cet espace vectoriel le complexifié de F, et on le note avec un C en exposant comme ceci. Et son espace vectoriel réel sous-jacent, évidemment, c'est F croix F. Pourquoi son espace vectoriel réel sous-jacent est F croix F
En effet, lorsque je multiplie A fois VW, où A est réel cette fois, eh bien, je tombe sur AV AW. Ben, j'ai bêtement effacé les formules qui se trouvaient au tableau, mais vous voyez que lorsque B égale 0, c'est-à-dire si je multiplie par un réel, hein, AV moins BW, ça devient AV, et AW plus BV, ça devient AW. Donc on retombe, dans le cas d'un réel, sur la structure d'espace vectoriel habituel sur F croix F. Mais là, c'est mieux, on en a fait un espace vectoriel complexe. Et alors, la proposition est la suivante. Proposition, si dim R de F est fini, alors la dimension sur C de son complexifié, ben, c'est la dimension sur R de F, de manière surprenante. On va mettre des parenthèses, que ça soit plus lisible, comme ceci. Voilà. La dimension du complexifié sur C, c'est la dimension de l'espace vectoriel réel lui-même. Pourquoi? Ben, tout bêtement, parce que, je vous l'explique ici, effectivement, dim sur R de FC, ben, c'est la dimension de l'espace vectoriel réel F croix F. Donc, c'est deux dimensions de F sur R, d'où, toujours par la toute première proposition qu'on a vue au début de cette vidéo, dim C de FC égale dim R de F. Je vous renvoie à la première proposition qu'on a vue. Voilà. Alors, on identifie un petit peu comme on a fait en identifiant R à une partie de C. On identifie F à un sous-espace vectoriel de FC. On identifie F à une partie de FC en identifiant V appartenant à F au couple V0 de F croix F. N'oublions pas que F croix F, c'est l'espace vectoriel sous-jacent de FC. Et enfin, dernière chose, pour U appartenant à F, on a I fois le couple U0. Reprenez ce qu'on a fait avec AV moins BW, etc., tout à fait au début. Hein. Donc ici, A égale 0, B égale 1, et on voit que ça fait 0U. Donc, tout élément VW de FC, tout élément, tout VW appartenant à F croix F, s'écrit V0 plus 0W, soit dans FC, le complexifié. J'ai dit que j'identifiais un vecteur V au couple V0, donc je l'écris V plus 0W, et bien on voit que c'est I fois W. Donc, les éléments du complexifié, avec cette nouvelle notation, s'écrivent V plus IW, avec V et W dans F. Et cela de manière unique. Enfin, bon, dernier point, et là on s'arrêtera. On a un isomorphisme naturel, si E est un espace vectoriel complexe,
on a un isomorphisme canonique, comme on dit, c'est-à-dire naturel, qui ne dépend pas d'un choix arbitraire, on a un isomorphisme comme ceci de C espaces vectoriels qui a LR de FE. On a vu dans les paragraphes précédents que même si F est un sous-espace vectoriel réel et E un espace vectoriel complexe, ceci a une structure complexe, et cet isomorphisme s'identifie aux applications C linéaires du complexifié dans E. Et cet isomorphisme est très simple. À une application R linéaire, j'associe FC en exposant, où FC est défini de la manière suivante, où FC de V plus IW, je viens de vous montrer à l'instant que les vecteurs du complexifié s'écrivaient tous V plus IW avec V et W dans F, eh bien, est défini tout bêtement comme F de V plus I F de W, qui sont des vecteurs de E, et E est un espace vectoriel complexe, il n'y a aucune ambiguïté sur le I. Voilà. Alors, cette application, son application réciproque, elle est toute bête. Vous prenez une application linéaire, C linéaire de FC dans E, ben vous la restreignez à F, puisque je vous rappelle que F est identifié à un sous-espace vectoriel de FC. Vous la restreignez à F, et donc vous obtenez l'application réciproque de cet isomorphe. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à rajouter. Oui, en particulier, je ne l'ai pas montré, mais il faut montrer que cette application FC est bien C linéaire. C'est le critère que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous regardez la multiplication par I, et ça se passe très bien. Voilà. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, mais je vais m'arrêter là. Cette vidéo est déjà suffisamment longue. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de le manifester. Voilà. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite rendez-vous bientôt, j'espère, pour de nouvelles balades mathématiques. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.